J'ai lu ton mail! Bonjour et bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins. Bonjour Jean-Phi, bonjour Geoffrey. Bonjour Romain, bonjour Jean-Phi. Bonjour Geoffrey, bonjour Romain. J'ai lu ton mail. Bon voilà, j'ai compté, donc tout le monde s'est bien salué, c'est parfait. Ouais. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de budget. Argent. Voilà. On va parler sous. Ah. Il était temps qu'on ait un épisode orienté sous et budget et finances. Alors, je vais vous parler de sous, et puis comme je suis quelqu'un qui aime bien les méthodes, parce que j'aime bien les gens qui préparent un peu tout à ma place et que j'ai plus qu'à utiliser derrière, je vais vous parler d'une méthode qui, en fait, s'appelle YNAB pour les intimes, You Need a Budget pour ceux qui connaissent moins. Voilà, donc YNAB, vous ferez une recherche sur Internet. Cette chose-là, c'est quoi ? C'est en fait au départ, c'est une feuille Excel, YNAB. C'est la feuille Excel d'un monsieur qui s'appelle Jesse Mecham, et qu'il a créé en fait à l'époque où lui-même, je crois que c'était en 2003, quelque chose comme ça, avait besoin d'un budget. C'est quelqu'un ses études sont dans la comptabilité, ce genre de choses, donc il est de ce domaine-là. Et puis cette feuille Excel s'est un petit peu complexifiée, disons, et au fur et à mesure, il a fini par en faire un logiciel, et une méthode qui va avec. À noter que, à mon avis, on peut utiliser la méthode sans le logiciel, même si évidemment le logiciel facilite grandement l'utilisation de la méthode. Mais vous allez voir que YNAB a quand même pas mal de points communs, enfin moi je trouve beaucoup de points communs avec notre méthode préférée de productivité personnelle, qui est donc GTD. Super. Vous allez voir ce que vous allez voir. Donc YNAB, YNAB c'est un truc qui est pas tellement nouveau, au sens où ça utilise quelque chose qui est assez connu chez les gens qui sont intéressés au budget, qui est le système des enveloppes. Je sais pas si vous connaissez ça, le système des enveloppes ? Oui, Un petit peu. Ouais. Donc en gros, dans les très grandes lignes, le système des enveloppes, c'est quoi ? C'est que quand vous décidez de faire un budget, vous prenez l'argent que vous avez et vous vous dites, ok, enveloppe numéro 1, ça c'est le loyer. Dans cette enveloppe-là, je mets tant d'argent qui correspond au loyer exactement. Je mets l'enveloppe de côté et j'y touche plus. Je prends la deuxième enveloppe qui va être, je sais pas moi, mes factures téléphoniques et même système, etc. Et puis j'ai une enveloppe pour les sous. Je mets tous ces sous-là pour les sous pour faire les courses, et donc tout pour faire mes courses est dans cette enveloppe-là, et du coup, la conséquence, c'est qu'après, quand je vais faire mes courses, j'ai uniquement le droit de prendre l'argent qui est dans cette enveloppe. C'est le principe de la provisionner pour les vacances ou provisionner pour les impôts, quoi. Exactement. Pour tout n'importe quoi, pour tout ce qui nécessite qu'on sorte de l'argent, finalement. Voilà, donc ce truc des enveloppes est pas tellement nouveau, hein, mais en fait, c'est poussé, on va dire, un petit peu à l'extrême dans YNAB. Et puis, et du coup, il y a une méthode qui va avec ça, qui est en fait en 4 points, que je vais vous exposer évidemment. Alors, le premier point... T'as pas le roulement de tambour dans... alors oui, mais vous l'entendez pas. J'ai mon petit roulement de tambour. Attends, je vais essayer de me trouver ça, le drum roll, parce que quand même pour les auditeurs ça va être sympa, voilà. Voilà, donc il y a eu un roulement de tambour, mais les auditeurs entendront. Vous écouterez quand vous écouterez le podcast, parce que vous écoutez le podcast, bien sûr. Donc, maintenant que je retourne dans mes rails, merci Geoffrey. La première règle de You Need a Budget, c'est de donner à chaque euro, en l'occurrence, puisque nous travaillons en euros, un travail. Autrement dit, chaque euro que vous avez dans vos comptes en banque, vous allez l'affecter à un job particulier. Alors, c'est une des premières choses de cette méthode-là, c'est-à-dire qu'il considère il fait totalement abstraction des comptes bancaires physiques, enfin physiques si je peux dire, que vous avez, c'est-à-dire que vous ayez un compte courant ici, un compte épargne là-bas, un compte machin à un autre endroit et tout ça. En gros, on s'en cogne au départ, on rassemble tout ça comme si on avait un seul grand compte, et ce grand compte, on totalise tout l'argent qu'on a dedans. Et à chaque euro du compte, on va lui affecter un job, quelque chose à faire. Donc on retrouve le système des enveloppes, c'est-à-dire que je vais dire, voilà, mon loyer c'est tant par mois, donc j'affecte tant d'euros à payer mon loyer. Mes courses c'est tant par mois à peu près, donc je mets tant d'euros là-dedans. Noël arrive dans je sais pas combien de temps, donc je vais provisionner pour décembre prochain, il y a tant de mois, etc. Je vais provisionner comme j'ai envie d'avoir, disons, 600 euros par exemple, de cadeaux à faire décembre prochain, tout compris, ça veut dire qu'il faut que je mette tant par mois de côté. Et donc je me fais ma petite enveloppe avec tant par mois de côté qui va aller là-dedans. Voilà, donc c'est le premier principe. L'idée derrière, c'est évidemment de faire un peu d'argent au départ, mais de prioriser. C'est-à-dire que c'est déjà une forme de priorisation, puisque forcément je vais aller mettre mes euros au départ vers les choses qui sont non négociables. Donc les traites ou le loyer, ce genre de choses, quoi.
le Wi-Fi en ce qui me concerne. La Les guitare charges. peut-être, mais ça c'est toujours pareil. S'il faut négocier ce truc-là, je comprends pas. Enfin, bon, vous voyez le principe. Ouais. Des questions là-dessus? Non, les charges jusque-là, c'est clair. Bon, parfait. Donc ça, c'est histoire de prioriser et d'être sûr de pas se faire déborder par cette chose qui nous fait de l'œil, qu'on a bien envie de regarder, mais d'acheter, mais que on peut pas en fait. Voilà. En fait, c'est pour essayer de lutter un peu contre l'impulsion, parce que le corollaire de cette première règle, c'est qu'une fois effectivement qu'on a affecté chaque dollar à un job, on va effectivement, avant de faire un achat, consulter ses enveloppes. C'est-à-dire que si j'ai mis, je sais pas moi, 50 € dans les vêtements par exemple, dans l'enveloppe des vêtements, que je me dis, ouah, tiens, cette veste elle est vachement sympa, je regarde, la veste elle fait tant, je vais d'abord aller regarder dans mon enveloppe, je vais me dire, ah attends, j'ai que 50 €, est-ce que ça rentre là-dedans, est-ce que j'ai envie d'acheter ça avec ça? Donc on va essayer de contrer l'impulsion par ce réflexe de, avant de faire un achat, je regarde mon budget. Moi je fais déjà un premier parallèle avec GTD d'ailleurs. Avant de me mettre à quelque chose, je regarde quelles sont mes actions. Plutôt que me mettre sur un truc parce que j'ai envie de le faire, ou parce que je le sens comme ça, ou parce que tout le monde parle, je regarde d'abord dans mes listes de prochaines actions. Là, c'est un peu la même chose. Je regarde d'abord dans mon enveloppe, est-ce que ça rentre, est-ce que ça rentre pas? Ça veut pas dire que je vais forcément m'interdire, parce que il y a d'autres règles derrière qui vont assouplir un peu ça. Mais l'idée, c'est d'abord de prendre conscience, de dire, attention, je me suis dit, ce mois-ci, il y a 50 € en tout cas pour acheter des vêtements, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? J'aime bien quand tu dis, ça veut pas dire que je vais me l'interdire, parce que finalement, pour faire un autre parallèle avec GTD, c'est pas parce que je le note que je vais le faire. C'est-à-dire que quand je fais une capture ou que je me vide la tête ou que je fais un balayage mental, je note tout ce qui me passe par la tête, mais c'est pas parce que je le note que c'est un engagement que je vais faire et je peux simplement le dégager, le négocier, etc. Ouais. Donc tu vois, parfait. Règle numéro 2. C'est bon pour la règle numéro 1? C'est bon pour la règle numéro 1. Good. La règle numéro 2, c'est de reconnaître toutes les vraies dépenses et d'embrasser en fait ce fait qu'on dépense de l'argent sur des choses qui sont pas forcément non négociables, comme le loyer ou les traites ou des choses comme ça. C'est-à-dire en fait de juste prévoir un peu les choses qu'on peut prévoir. Je parlais tout à l'heure par exemple de Noël. Noël, ça rentre dans cette règle-là. C'est-à-dire qu'il s'agit de prévoir toutes les dépenses qui sont pas forcément énormes mais qui peuvent l'être, de manière à pouvoir anticiper les choses avant d'être au pied du mur. Si je sais que j'ai par exemple les colonies de vacances pour l'été prochain pour l'enfant que ça coûte tant, et plutôt que de me rappeler en début juillet de attends, c'est vrai, il faut qu'on paye les colonies de vacances et tout, ou un petit peu avant quand il faut la réserver, c'est plutôt de se dire dès septembre, je sais qu'en juillet prochain, je vais très certainement l'envoyer là-bas. Puis si jamais je l'envoie pas, ça me servira à autre chose cet argent-là, hein, mais si je l'envoie là-bas, comme j'ai prévu de le faire depuis plusieurs années et que je le fais, je me dis, tous les mois, il faut que je mette tant de côté. Ce qui me permet de mettre un petit peu de côté à chaque fois, de manière à pas devoir sortir une grosse somme. Et on peut faire ça aussi pour des choses qui sont de l'ordre de la prévision. Si vous avez une voiture, vous savez que votre voiture, elle marche bien, mais il y a des chances qu'à un moment, il y ait quelque chose à réparer quelque part. Donc ça peut être une bonne pratique de se dire juste, tous les mois, je mets 10 € de côté là-dessus. Et puis au bout d'un moment j'ai quelques centaines d'euros et j'ai un pain, et je suis pas paniqué parce que j'ai déjà mon enveloppe qui contient déjà l'argent dessus. Même si ça contient pas tout, ça contient déjà un peu et ça amortit quoi. Ok. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, moi j'aime bien le concept d'être honnête avec soi-même. Donc effectivement reconnaître les vraies dépenses dans le sens, oui, quoi qu'il arrive, je sais que je vais les dépenser et pas se voiler la face. Peut-être que cette année c'est pas moi qui vais payer les cadeaux de Noël. Si. Ou peut-être que cette année je vais dire que vraiment c'est une fête très mercantile, etc. Et voilà, c'est ça. C'est contre mes valeurs finalement. Exactement, même si c'est vrai. Mais ok. Donc, non, mais c'est bien. J'aime bien le côté honnêteté d'esprit. Voilà, exact. Mais ça, tu vois, c'est pareil. Il y a là-dedans encore un parallèle que je fais moi avec GTD, c'est-à-dire que dans GTD, on a tout ce qui nous intéresse de faire. Du coup, on a des listes de prochaines actions où on sait qu'on en a entre 150 et 250. Bon. Mais elles sont là. Ne pas les noter, ne les fait pas disparaître. Elles sont quand même là. Absolument. Donc, autant les avoir sous les yeux et pouvoir choisir. Moi, c'est un peu la même chose. Là, c'est de se dire, voilà, toutes ces dépenses, elles sont là. Ou elles vont être là, ou elles vont arriver, quoi. Ouais. Modulo tout ce qu'on peut prévoir ou pas. Et donc, voilà, c'est l'idée de prévoir un peu là-dessus. Et du coup, pour ces choses-là, il dit, ce que je viens de dire en fait, finalement, de prévoir, de faire de créer un objectif. Il appelle ça goal, donc un objectif pour certains de ces fonds-là, de se dire, par exemple, d'ici octobre prochain, pour me réinscrire à l'école de guitare, j'ai besoin de mettre tant de côté. Comme ça, plutôt que de devoir sortir tout de suite un gros chèque pour l'école de guitare, je mets de côté un petit peu. Et comme ça, quand arrive le moment, je ferai mon gros chèque, mais au moins je serai tranquille, parce que cet argent a été provisionné finalement.
Il y a aussi un côté récompense qui est intéressant là. Par exemple, l'école de guitare, quand tu arrives au dernier moment et que tu dis, moi j'allais faire une comparaison avec une salle de sport, oh la vache, on est en septembre, il faut que je me réinscrive à la salle de sport, il faut que je sorte un gros chèque. Tu culpabilises un petit peu. Est-ce que vraiment j'y vais? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que tatati tatata, alors que pourtant ça fait partie de tes loisirs. Si tu as déjà provisionné, c'est rassurant, c'est cool, j'ai provisionné, j'ai les sous qui sont là, je peux me réinscrire et je me pose pas de questions et j'ai pas de doute. Ça veut pas dire que tu vas pas réévaluer l'intérêt, la pertinence ou la valeur, hein. Mais si déjà tu as les fonds à dispo, tu peux décider ou pas de te réinscrire. Et du coup, tu as un choix que t'as pas si tu les as pas quelque part et qui te fait culpabiliser. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis tu te sens beaucoup plus en contrôle et maître de la chose, parce qu'après tout, t'as décidé. Et ce qui est satisfaisant aussi à ce moment-là, c'est de se dire, mais si j'y vais pas finalement à cette salle de sport, tout d'un coup, je me retrouve avec un petit peu de sous que je peux mettre ailleurs. Exactement. sur d'autres trucs, par exemple. Si je ne veux pas inciter les gens à ne pas aller au sport. Si j'ai trouvé une autre salle de sport moins chère, par exemple. Par exemple. Ah. Mais tout à fait. Voilà. Donc ça va être donc la règle numéro 2 est d'embrasser donc ces vraies dépenses. Un autre effet aussi, c'est que vous allez vous rendre compte si vous faites ce job-là, parce que finalement, et étrangement, beaucoup de gens ne font pas, et j'avais pas fait non plus avant de me mettre à ce genre d'activité de budget, d'avoir une vraie estimation, enfin une vraie réalité de ce qu'on dépense, et des choses qu'on dépense sous impulsion, on se rend pas forcément compte tout de suite de l'argent que ça représente, quoi. Alors que quand on fait la somme, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus clair. Sur ton commentaire, là, quand tu dis beaucoup ne le font pas, moi je trouve que ça rejoint vachement ce qu'on découvre quand on fait les formations GTD ou même d'autres méthodes. Il y a beaucoup de personnes qui, dans l'approche de la productivité, ne listent pas tous leurs engagements et font les choses à la volée au fur et à mesure où ça se présente. Et puis, j'oublie ce que j'oublie et je fais pour le mieux, mais il y a des trucs qui vont passer à travers. Enfin, la raquette est trouée, quoi. Ou idem sur la gestion du temps, entre guillemets, même si on n'aime pas trop ce terme-là, le tracking de 168 heures qu'on a par semaine, c'est un exercice qui est hyper intéressant parce qu'on apprend énormément de choses sur notre manière de faire. Où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je peux en gagner, etc., etc. Et le fait de vraiment tout lister, et ben du coup, il y a une prise de conscience qui va derrière. Ce qui me va bien dans l'approche coaching, prise de conscience. Voilà. Clair, ouais. Au coaching, quand tu fais tu l'as vu aussi, hein, dès que tu fais cet exercice-là des 168 heures, les personnes disent, je bosse 60 heures par semaine, et finalement, en vrai, t'as pas de place pour 60 heures par semaine. Ou alors, c'est au dépend de ta santé, c'est au dépend du relationnel, c'est au dépend de choses comme ça. Absolument. Il est sans pitié, cet exercice. Donc, j'ai ma première règle, je donne à chaque dollar un job, enfin à chaque euro un job, et puis ma deuxième règle, c'est donc que j'embrasse mes vraies dépenses, c'est-à-dire que je prends en compte la réalité de mes dépenses. Et j'accepte de les regarder en face. Comment tu dis? Et j'accepte de les regarder en face. Absolument. Voilà. Et si on s'arrête là, pour pas mal de gens, on est un peu au côté restrictif du budget. Je sais que moi c'est l'image que j'avais en tout cas du budget avant de me mettre à cette méthode-là. Pour moi c'était quelque chose qui était contraignant, un budget, au sens où c'était quelque chose qui allait m'empêcher de faire. Et on peut voir ça encore une fois le parallèle avec GTD. Les gens se disent oui mais si je note tout alors elle est où la créativité, tu vois. Ça sera pour un autre débat mais j'y reviendrai, ça me fait sourire maintenant à chaque fois. C'est un peu la même chose. Oui, on a entendu un petit rire là. Oui, c'est vrai. S'il savait. Ne me déraillez pas, s'il vous plaît. J'essaie de rester dans ma chronique. Alors, 3. Nous sommes à la 3. Donc, voilà. Et j'arrive à la règle numéro 3 qui va permettre de mettre un petit peu de souplesse tout là-dedans. La règle numéro 3, elle dit tout simplement, alors comment je pourrais dire en français? En anglais, c'est roll with the punches. C'est-à-dire, en gros, encaisser les coups, ou plutôt d'aller avec le courant. On dirait en français, je pense qu'on dirait aller avec le courant. C'est-à-dire, c'est se rendre compte de la réalité de la vie qui est que même si j'ai fait un super budget, mon budget de toute façon il va pas tenir. Il va pas tenir parce qu'il va se passer ci, il va se passer ça que j'ai pas prévu parce que c'était juste pas possible de prévoir, et que donc je vais dépenser plus que j'ai prévu dans une catégorie, et que du coup, la conséquence, il va falloir que je lève à une autre catégorie. En fait, ça vient de l'image aussi de le roll of the punch, c'est qu'à la boxe, quand vous prenez un pain dans la tronche, le meilleur moyen pour avoir moins mal, c'est d'essayer d'aller dans le sens du poing. Vous voyez, pas contre le poing, comme on pourrait faire au karaté. On se dit, tiens, je vais casser son poing avec ma mâchoire. Non, la boxe, on va essayer de se reculer comme ça pour amortir un peu. Là, c'est la même chose.
C'est-à-dire qu'effectivement, si je m'aperçois que j'avais prévu 200 euros de course et que finalement, j'ai fait 220, il va falloir que j'aille prendre maintenant ces 20 euros supplémentaires, que j'aille les enlever d'une autre catégorie pour combler le trou. Vous voyez le principe? Oui. D'où l'intérêt d'avoir évidemment tout listé avant. D'accord. Donc ça me permet de justement toujours, aménager, en tout cas aller vraiment avec le courant. Finalement, l'image est bonne. C'est-à-dire de tenir compte des aléas de la vie et de se dire, écoute, j'avais prévu tant, mais il s'est passé ça qui fait que maintenant il y a plus assez là-dedans, il faut que j'en prenne ailleurs. Pourquoi il faut que j'en prenne ailleurs? Évidemment, parce que ma somme d'argent, elle est limitée. C'est-à-dire que j'ai uniquement le droit d'appliquer mon budget, et ça c'est un point important que j'ai oublié, j'ai uniquement le droit d'appliquer mon budget à l'argent que j'ai réellement sur mon compte. Okay. Sur ce que je devrais recevoir un jour, peut-être. Exactement. Même pas dans le chèque dont je sais qu'il va arriver la semaine prochaine parce que je suis payé la semaine prochaine ou un truc comme ça. Non, tant qu'il est pas sur le compte, je ne le budgète pas. Il ne rentre pas dans mes enveloppes. Il n'existe pas. Tout simplement. Donc voilà. Ce qui fait qu'effectivement, donc ma masse monétaire, pour parler comme ça, ma somme d'argent, elle est fixe, et que donc tout ça, c'est presque un jeu de chaise musicale à un moment. C'est que quand j'enlève à un endroit, il faut que je remette à l'autre. Il faut que j'enlève ici, il faut que je remette là, etc., etc. Au début, on peut être tenté de tricher un petit peu avec ce truc-là, parce qu'effectivement, on s'aperçoit vite que les seules choses sur lesquelles on peut jouer, finalement, elles sont pas non plus extensibles à l'infini, quoi. Si je commence à me dire, ouais, j'avais prévu tant, mais finalement, j'ai explosé mon budget, machin, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai prendre ça sur tel argent, etc. Ça marche pas, parce que très vite, on arrive, si on suit la règle de ne prendre en compte que l'argent qu'on a réellement, on arrive à un truc qu'on peut plus compresser, quoi. On peut plus enlever de l'argent. Mon loyer, c'est tant, et il faudrait que je pourrais pas en enlever de mon loyer, quoi. Ça va pour ça? Ouais. Ça va pour ça. Ok. Donc voilà ma troisième règle. Et ma quatrième règle, ça va être de faire prendre de faire vieillir mon argent. Qu'est-ce que ça veut dire, faire vieillir mon argent? Oui, qu'est-ce que ça veut dire, faire réussir mon argent? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but du jeu de tout ça, c'est d'atteindre une certaine liberté financière. Un peu comme avec GTD, on va avoir de la tranquillité, de la liberté d'esprit. Là, c'est la même chose sur le plan financier. Et pour lui, ça passe par le fait d'avoir toujours un mois d'avance. C'est-à-dire qu'il dit, vous allez commencer à vous sentir super à l'aise à partir du moment où l'argent que vous dépensez maintenant, c'est l'argent que vous avez dépensé, c'est l'argent, que vous avez gagné il y a un mois. Pour casser finalement le cycle du fait que je vais de paye en paye, quoi. D'accord. Que beaucoup de gens connaissent et que j'ai connu aussi de dire j'ai tant et puis il faut que je fasse et puis le mois prochain j'aurai tant, il faut que je fasse avec ça. Là l'idée c'est de se dire il faut que j'arrive à mettre suffisamment finalement de côté par le système des enveloppes et de cette budgétisation par enveloppe avec les règles que je vous ai citées pour que au bout d'un moment finalement je vais me retrouver avec de l'argent qui va prendre de l'âge. Parce que vous voyez bien que quand j'ai un objectif pour Noël prochain de dépenser 600 euros par exemple, je crois que j'avais pris ça, et que là on est en juin, bref, ça va me faire tant d'euros à mettre de côté par mois, quand va arriver décembre, les euros de cette enveloppe-là, ils datent déjà de juin pour certains. Ouais. Vous voyez, dans le principe. Donc l'idée c'est de faire prendre de l'âge, de faire vieillir son argent comme ça, de manière à avoir au moins 30 jours, de l'argent qui a 30 jours d'âge. D'accord. Et quand vous avez 30 jours d'âge, vous savez que l'argent que vous dépensez maintenant, c'est l'argent que vous avez gagné le mois dernier, et que donc s'il arrive une grosse tuile, c'est pas grave, parce que vous avez au moins un mois devant vous qui est nickel. Où toutes les dépenses prévues sont déjà prévues et sont déjà fondées, provisionnées. Vous voyez le principe? Très bien. Ça marche, évidemment, grâce aux 3 règles précédentes. D'accord. Ouais, et après on peut évidemment avoir 2 mois, 3 mois, etc. Mais enfin, c'est déjà beaucoup, quoi. Mais c'est possible de faire un mois. Moi j'ai à peu près ça. J'ai à peu près un mois d'âge, si tu veux, sur mes sous. Est-ce que vous avez des questions? Il y a toujours cette question de concrètement, parce que moi j'entends tout ça, donc ça veut dire qu'en fait, parce que je pense que beaucoup de gens ont déjà finalement au moins leurs dépenses incompressibles, ils savent à peu près combien ils ont de dépenses incompressibles. Enfin, moi je le sais par mois, d'accord. Et puis après il y a les budgets un peu plus flottants. Tu parlais de ça, voilà. La chose que moi j'ai toujours un peu de mal concrètement, c'est comment dirais-je, de faire le lien entre cette liste-là et mon compte en banque. Je sais pas si je suis clair, c'est-à-dire que il y a le budget papier, puis il y a ce qui se passe sur mon compte, quoi. Et souvent, c'est pas tout à fait en adéquation. Je me dis ce mois-ci, ça devrait être tranquille, puis finalement non.
Et puis, j'ai pas d'argent qui vieillit tellement. Je suis plutôt, D'accord. voilà. C'est quand la paye arrive, en gros, elle comble mon découvert. Et je pense qu'on est quand même pas mal dans ce cas-là. Alors oui, ce qui est intéressant avec cette méthode-là, alors la méthode de départ est, comme elle est américaine, elle est sur un schéma qui est américain où les gens sont payés tous les 15 jours, la plupart du temps. Mais le principe demeure quand même correct, c'est-à-dire que si tu commences par budgéter uniquement les choses incompressibles, plutôt qu'essayer de tout compresser, si t'as pas assez d'argent, soyons clairs, si t'as pas assez d'argent pour dépenser tout ce que tu vas dépenser dans le mois, forcément tu vas être dans le rouge à chaque fois. Oui. Là, ils vont partir du principe qu'effectivement, il y a des choses, si t'es dans cette situation-là, enfin si toi ou quelqu'un d'autre, hein, on s'en fout, tu vas commencer par provisionner, pardon, j'ai dire de fonder, ça m'énerve, par ne provisionner que les dépenses incompressibles. C'est-à-dire que, j'ai n'importe quoi, t'as un loyer de 800 euros, t'as 2000 euros de paye, ben, tes premiers 800 euros, ils vont aller forcément au loyer. C'est ça. Et tu vas aller prendre comme ça que les incompressibles. Et tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, t'es arrivé à 2000. Parmi les incompressibles, il y a la nourriture, évidemment. Il y a des courses. Hein. Ça fait partie des choses qu'il faut bien le faire. Mais forcément, peut-être qu'il y a un moment où il va falloir rogner sur des choses. Le temps de. Mais c'est pour ça aussi qu'on ne part qu'avec l'argent qu'on a déjà. Parce que si tu sais que le mois prochain, bah, tu vas retoucher un chèque qui va te permettre de combler ton découvert, forcément, tu vas aller de découvert en découvert. Puisque tu vas jamais être forcé de limiter, si tu veux, les dépenses pendant quelques temps pour pouvoir retomber sur un schéma qui fonctionne sans avoir besoin de passer par le découvert. Je sais pas si je suis clair là. Si, ouais, je comprends. Ouais. En plus, les découverts, ça te coûte de l'argent. Vas-y. Quand en plus le découvert, ça te coûte de l'argent, parce que bien tu as sûr. des pénalités, tu as des intérêts, tu as des agios, etc. Ouais. Ça ne fait que Aggraver. développer et renforcer le cercle vicieux quelque part. Tout à fait. Alors qu'à l'inverse, plus tu fais vieillir ton argent, moi j'allais prendre un exemple d'un collaborateur, un jeune que j'avais embauché dans une boîte que je dirigeais il y a quelques temps, un certain temps même maintenant, qui a découvert à son grand désarroi que en fait à la fin de l'année il fallait qu'il paye ses impôts sur le revenu. Parce que c'était son premier job et il n'avait pas du tout anticipé les impôts les impôts sur le revenu. Voilà, donc on a eu une discussion assez intéressante et il s'est finalement retourné vers sa banque qui lui a gentiment prêté de quoi payer ses premiers impôts sur le revenu. Mais l'idée, elle est exactement là, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait prélèvement à la source, bah, tu étais obligé quelque part d'anticiper et de provisionner les impôts qui allaient tomber à la fin de l'année, en septembre. Voilà. Et plutôt que de payer un intérêt à la banque, bah si tu prends un prêt pour payer tes impôts, tu vas payer des intérêts sur ce prêt. Bah, si tu anticipes et que tu fais vieillir ton argent, c'est ça de moins à sortir et ça de plus que tu peux utiliser pour toi. Ah non, mais je suis persuadé du bien fondé d'avoir un budget sain. Le truc, c'est que, par exemple, les petites enveloppes, là, ça marche, mais il faut aller chercher les sous sur le compte et l'avoir physiquement. Okay, c'est comme ça que fonctionnent les petites enveloppes. Alors, physiquement, ça marche pas trop mal, mais de passer de quelque chose de physique à quelque chose de, comment dirais-je, il y a un mot pour ça, rappelez-moi. Virtuel. Quelquefois, ça complique parce qu'on peut pas faire autant de livret A, si je veux dire, que de poste, quoi. Qui serait ce qui se rapproche le plus techniquement de la petite enveloppe. Alors, il y a un point important. C'est un point important que ça me permet de souligner là. C'est que il y a une décorrélation entre le compte en banque et le budget. Ça paraît étrange comme ça. Ce que ça veut dire, c'est que, c'est un peu ce que je disais au début, tu vas mettre en commun tout l'argent que tu as, quel que soit l'endroit où cet argent-là est stocké, au départ. C'est-à-dire que quand tu fonctionnes sur ton budget, tu prends ta somme d'argent, tu prends ce que tu as. D'accord. Mais évidemment, ça veut pas dire que, parce que c'est la crainte qu'on a souvent dans ces cas-là, c'est de dire, bah oui, mais attends, j'ai mis ça de côté, mon épargne elle va être bouffée au fur et à mesure par tel ou tel truc. Non, parce que il suffit de te faire une enveloppe épargne. Et puis ton épargne, tu la mets là-dedans et tu touches plus. Mais il y a une décorrélation entre le compte en banque donc et le budget. Ce qui fait que comme avant de faire une dépense, à chaque fois avant de faire une dépense, tu regardes ton budget, tu te dis je vais faire une dépense dans telle catégorie, j'ai tant d'argent, etc. Ça rentre ou ça rentre pas.
Et là encore, je trouve un parallèle avec GTD c'est hyper responsabilisé. T'es mis face à toi-même. C'est-à-dire que si tu as pas d'argent et que tu y as des quand même, tu sais que cet argent-là, il faudra que tu le prennes à un autre endroit dans ton budget, dans une de tes autres enveloppes. Éventuellement que t'as pas d'ailleurs. Donc si tu veux, c'est comme ça que ça joue. Mais je suis d'accord avec toi que de toute façon, dans le monde dans lequel on est là maintenant, tout est fait pour nous faire dépenser sans surtout qu'on ait aucune idée de combien on a. Mais c'est beaucoup plus facile, si tu veux, d'être réglo avec son budget si tu regardes ton budget et pas ton compte en banque. Si tu regardes ton compte en banque, tu vas dire, waouh, début du mois, attends, j'ai 2000 balles, tranquille, on fait la fête. Alors que si à la même date, au lieu de regarder ton compte en banque, tu regardes ton budget et tu vois que dans le budget des sorties avec les copains, t'as 40 € et c'est tout, bah c'est pas la même, tu vois. Non, c'est pas la même. Mais du coup, il y a des débuts de mois beaucoup moins joyeux. Il va y avoir beaucoup de pique-niques. Et ça, c'est pendant quelques temps. J'entends. Oui. Okay. Alors moi, je voulais revenir sur la méthode que tu nous présentes, Romain. Je trouve que dans les 2 premières actions, il y a vraiment le côté un peu anxiogène qu'on peut retrouver dans le balayage mental ou etc. Où d'un seul coup on se retrouve avec une liste de tâches et d'engagements monstrueuses. Donc ok, j'attribue un poste à chaque euro, je reconnais les vraies dépenses, j'assume et puis je roll with the punches, j'encaisse. Enfin voilà, les 2-3 premiers points, c'est beaucoup de côté anxiogène. Et dans GTD, on a aussi le côté serein, c'est-à-dire derrière. Ah, ok, maintenant que j'ai tout listé et que j'ai tout sous les yeux, je gagne en visibilité, etc. Ouais. À quel moment dans la méthode, si le parallèle est toujours pertinent, pas forcément évident, à quel moment est-ce que tu gagnes justement ce côté serein? Peut-être que tu l'as dit et que j'ai pas bien entendu, mais à quel moment est-ce que justement t'es serein avec ce que tu fais sans avoir que le côté non je peux pas sortir avec les potes, non je peux pas dépenser là, non je peux pas faire ci, ce qui est souvent le côté pas très agréable du budget en fait. C'est vrai. Parce qu'en fait on t'invite dans cette méthode là à renverser un peu pas le raisonnement, en tout cas le point de vue. C'est-à-dire t'es pas en train de te dire je dépense pas pour essayer tu vois, dans un stade de contrainte pour essayer de rester dans les clous, etc. Mais plutôt mets des objectifs à tous tes postes de dépenses. D'accord. Donc pour le loyer, mon objectif c'est de payer mon loyer. Donc je mets tant, paf. Mon objectif pour les courses, c'est de pouvoir arriver à payer tant de courses. Boum, je mets ça. Mon objectif pour la sortie, et c'est moi qui décide de mes objectifs. Personne me dit. Pour la sortie, j'ai décidé que pour les sorties avec les potes, ça va être tant d'euros, et puis pour les sorties en famille, ça va être tant, etc., etc. Et du coup, tu deviens proactif, en fait, dans la manière dont tu gères ton budget. Parce que c'est toi qui as décidé de ces chiffres-là. Hein. D'accord. Je refais encore une fois avec le parallèle avec les lignes de GTD, c'est moi qui ai mis mes prochaines actions. Elles sont là maintenant, mais elles sont pas tombées dessus comme ça, c'est moi qui les ai mises. Là, c'est pareil, c'est moi qui décide. Donc, il y a ce côté proactif, prise en main du truc. C'est moi qui prends en main mon budget et je décide de faire tant à chaque fois. Tu vois ? D'accord. Je trouve que ça enlève un peu de ce sentiment pas de rareté, mais de misère presque, entre guillemets, quoi. Ouais, c'est vraiment la mentalité scarcity. Comment est-ce que tu dirais ça en français? C'est ça que j'essaie de trouver par misère, mais c'est pas top. Rareté, on met en général. Mais... Scarcity, ouais, c'est quand il y a quelque chose de limité versus une approche, une mentalité où si je prends à Paul, il va falloir que je donne à Jacques ou l'inverse, versus une mentalité plus d'approche, un mindset, un état d'esprit plus d'approche abondance où je vais me débrouiller pour générer plus, pour que ça soit pas forcément des budgets pour faire évoluer la contrainte en fait. Ouais. Ok. Et il y avait un dernier point du coup que j'ai oublié de mentionner dans le fait de faire vieillir son argent, c'est effectivement on peut très bien aussi, même bizarrement, si on pense qu'on n'a pas assez sur un mois, décider quand même d'aller mettre une réserve pour le mois prochain. De se dire, voilà, je sais que ce mois-ci, je vais mettre tant dans le loyer, je vais mettre tant, etc., etc. Et puis, je laisse de côté 20 € parce que j'ai envie de les retrouver le mois prochain sur tel poste. Ça va permettre comme ça de faire vieillir un petit peu artificiellement, entre guillemets, mais quand même. Alors évidemment, si on n'a pas assez d'argent au départ, ça va obliger à restreindre. Mais ce qui va se passer, c'est que le mois d'après, on va se retrouver avec notre paye, plus les 20 € du mois d'avant qu'on avait mis de côté, etc., etc. Et donc finalement, on va faire grossir comme ça notre compte, quoi. Simplement, alors qu'on a toujours la même paye.
Je sais pas si vous voyez le raisonnement. Ben c'est vrai que cette histoire de 20 euros, ça, tu vois, c'est quelque chose que je trouve intéressant, cette idée de commencer le mois suivant avec 20 euros sur le compte. Et donc, je pense que c'est peut-être le moyen de rentrer rapidement dans la méthode, en se disant, voilà. En tout cas, si jamais je décide de suivre ça, ce qu'il va falloir à un moment faire, hein, parce que peut-être que le coach en moi te dirait quand il va falloir le faire, il y a peu de chances que ça arrive. Non, mais en tout cas, cette histoire de 20 euros, comment c'est 20 euros avec le mois suivant avec 20 euros au-dessus du zéro, c'est pas mal, je trouve. Oui. Pour aller sur ce sujet, pour rester dans ce sujet, il y a deux applis que je suis en train de tester. Donc, tu vois, on est en plein dans le sujet, qui s'appellent Banking et Linkso, qui sont des agrégateurs de comptes. Donc, Banking, c'est BANKIN apostrophe. Alors, je l'utilise, moi. Ouais. Et Linkso, c'est LINXO. Et qui justement permettent de créer ce compte virtuel où tu as l'ensemble de tes dépenses qui tombent dans un seul grand sac pour derrière après les réaffecter à des enveloppes différentes. Alors, ce qui est important pour le coup, cette application-là, c'est important justement d'avoir la vision des enveloppes. Et pas que la version du compte. Parce que si j'ai la vision du compte avec toutes mes économies de tous mes comptes, machin, etc., je vais être tenté de dépenser. Ben oui, mais non, justement, l'idée de ces applis, c'est que toutes les dépenses, en fait, toutes les lignes de dépenses que tu as dépensées avec la carte du compte commun de la famille ou que tu as dépensées avec ta carte perso, ou etc., tu vois toutes les dépenses, d'où qu'elles viennent, quel que soit le compte sur lequel elles passent. Et du coup, tu peux affecter à ces dépenses-là des enveloppes différentes et avoir une vision réelle. Ça fait un peu le lien, ce dont parlait Jean-Philippe il y a quelques minutes, entre la théorie, le virtuel, c'est bien, j'ai défini mes enveloppes, mes budgets, sauf que aller pointer sur mes comptes quel truc appartient à quoi, c'est pas toujours évident. Ouais. Donc voilà, moi c'est ce que j'utilise et que je suis en train de tester entre les deux là. Donc, et du coup, YNAB a aussi évidemment son appli, ça vous l'avez compris du début. Ouais, dans Banking, effectivement, il y a cette chose qui est intéressante, c'est que l'appareil, surtout si on lui parle un peu, au bout d'un moment, fait l'analyse des dépenses. Ce que j'ai dépensé pour tel poste et dans tel poste. Ça, c'est vraiment une aide. Ouais, c'est vrai. Ok. Alors, je vais finir ce podcast en vous donnant donc ceux qui veulent s'y mettre là tout de suite. Je vais vous donner 12 points, 3 par règle, comme ça c'est bon. Allez, super. On y va. Alors la première règle, vous vous rappelez, il faut donner à chaque euro un boulot. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de gagner un peu d'euros. Hein. La deuxième, ça va être de les prioriser. C'est là où on va leur donner un travail à chacun. Ça c'est pour ça c'est pour telle enveloppe, ça c'est pour telle enveloppe. Et la troisième, c'est de se tenir au plan, c'est-à-dire se dire, ok, la prochaine fois que je fais une dépense, avant quoi que ce soit, je regarde d'abord mes enveloppes. Règle numéro 2, faire face à ses vraies dépenses. La première chose à faire, ça va être en exercice, trouver une dépense importante que vous allez avoir à faire prochainement. Créer un but de manière à pouvoir provisionner cette dépense qui va arriver dans quelques mois de manière mensuelle, que ça soit moins douloureux. Et donc calculer en gros combien il va falloir que vous dépensiez par mois. Évidemment, quand ça sera le moment de la payer, payez-la avec cet argent qui aura été mis de côté. La règle numéro 3, le fait d'aller avec le courant. La première chose à faire, c'est de trouver une catégorie dans laquelle vous avez trop dépensé. Vous étiez dit, tiens, les courses, je dépense 800 euros, je n'importe quoi. J'ai dépensé 850. Ok. Dans quelle catégorie, l'étape numéro 2, trouvez la catégorie dans laquelle vous allez taper pour combler ce découvert-là, en fait, cette surdépense, si vous voulez. Et troisième point, vous verrez que vous allez tout d'un coup déculpabiliser forcément du fait d'avoir dépassé votre enveloppe. Et pour le quatrième point de faire vieillir votre argent, l'idée ça va être, encore une fois, puisque vous avez mis un objectif à chacune de vos enveloppes, d'essayer de respecter ça et de conserver cette attitude de but, de raison de chacune de vos dépenses. De continuellement, évidemment, mais ça va ne surprendre personne, dépenser moins que ce que vous gagnez. Et le troisième point, simplement de regarder votre argent prendre de l'âge. Voilà. Très bien. Merci. Est-ce que je peux proposer quelques ressources avant qu'on termine Vas-y. Il y a un très bon bouquin, qui moi m'a beaucoup parlé, qui est Ce que l'argent dit de vous, dont je vais retrouver l'auteur, qui grosso modo
permet de prendre conscience de comment on dépense, ce que l'on dépense, etc., etc. Donc ça, c'est un tout petit bouquin. C'est assez facile à lire. L'auteur, c'est Christian Junot. Et ça donne pas mal de perspectives sur comment est-ce qu'on se comporte vis-à-vis de l'argent. Et puis il y a un autre, bien sûr plus connu, Rich Dad Poor Dad, qui permet aussi de définir c'est quoi un asset, c'est quoi une liabilities, etc., etc., qui sont un peu des termes jargon du métier des financiers et qui font peur à tout le monde. Et une fois qu'on a compris, ça devient super simple. Et voilà. On pourra en faire une chronique, tiens. Pourquoi pas, soyons fous. Ok, eh bien, c'est ici que va s'achever cet épisode. Quand même, petit témoignage personnel, puisque YNAB, c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Hein. Moi, il y a une époque, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, mais je me suis retrouvé avec 64 €, un loyer à payer, et un début de famille qui venait, donc je me suis senti un petit peu mal. Voilà, ça permet de sortir ce genre de truc. Ça fait pas des miracles, mais c'est quand même pas mal. Ok. Productif et serein. J'allais dire, à chaque fois que j'ai fait celle-là, j'ai lu ton mail, l'émission des gens productifs et sereins, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter sur le forum et à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, productifetserein.com, et puis à échanger là-dessus. La discussion a déjà commencé, puisque en fait l'idée de ce podcast m'est venue en discutant sur le forum, donc il y a déjà des fils autour de You Need a Budget, et puis de la tranquillité d'esprit financière en général. On sera ravis de vous y accueillir. À tout bientôt. Salut. Salut.